Moro comprend dès le début entre quelles mains il se trouve. La première chose qu'il écrit est « Je suis aux mains d'un pouvoir entier et incontrôlé ». Cela veut dire les Brigades Rouges ne sont pas une organisation manipulée de l'extérieur. C'est une entité italienne, autochtone, incontrôlée. Vous ne pouvez pas vous adresser à un quelconque contrôleur. Inutile d'activer vos réseaux internationaux pour savoir qui tire les ficelles. C'est une organisation incontrôlée. Deuxièmement, il écrit que nous sommes une organisation de guérilla. Et dans les lettres où il justifie l'idée de l'échange de prisonniers, il dit « Au fond, nous sommes dans une situation de guerre. Deux camps qui s'affrontent par les armes et font des prisonniers, c'est de fait. » Les lettres de Moro étaient tellement dures que j'étais persuadé qu'elles allaient débloquer la situation. Voilà pourquoi je prenais tant de soin à les remettre à leur destinataire. Je me disais, comment le secrétaire général de la démocratie chrétienne, recevant des lettres aussi terribles, peut-il rester figé dans la position officielle de son parti? Je pensais que de tels coups de massue l'auraient ébranlé. En fait, je n'avais pas compris la réalité de la situation, qui était extrêmement complexe. La démocratie chrétienne était prisonnière du Parti communiste. Elle ne pouvait pas céder parce que cela aurait signifié qu'elle n'avait pas le sens de l'État, ce qui était vrai. Au moment où le Parti communiste disait, en tant qu'allié au pouvoir, si on a le sens de l'État, on ne négocie pas avec les Brigades Rouges. Comment justifier auprès de l'organisation la libération de notre otage sans contrepartie? L'organisation se serait effondrée. On ne voulait pas le comprendre parce qu'on préférait croire que les Brigades Rouges n'étaient qu'une organisation terroriste armée. Ce n'était pas le cas. Les Brigades Rouges étaient une organisation qui faisait de la politique avec les armes. Si les Brigades Rouges avaient relâché Moro sans contrepartie, elles se seraient effondrées. Un mois plus tard, elles auraient disparu. Parce que nos membres nous auraient posé la question. Pourquoi a-t-on enlevé Moro? C'était judicieux? On a tué ces 5 gardes du corps pour obtenir quoi? Rien. Mario Moretti, qui était conscient que tuer Aldo Moro serait une défaite pour les Brigades Rouges, il savait qu'avoir Moro entre nos mains et ne rien obtenir en échange signifiait que notre force existait, mais qu'elle était inutile. Moretti décide donc d'appeler la famille Moro d'une cabine téléphonique de la gare de Rome. Et nous nous sommes postés autour de la cabine à surveiller les parages parce qu'il était évident que la ligne du domicile de Moro était sur écoute. Donc Moretti parlait de fait avec la police. Nous étions donc là, prêts à intervenir. Cet appel ne mentionne pas l'échange de prisonniers, d'autant que l'échange était du ressort du gouvernement, pas de la démocratie chrétienne. Donc, Mario Moretti fait un compromis. Il dit « Le problème, ce ne sont pas les 13 prisonniers politiques dont nous avons exigé la libération. Le problème, c'est la démocratie chrétienne qui doit se prononcer de manière claire et définitive. » C'est cela que dit Mario Moretti. La démocratie chrétienne doit prendre position et reconnaître que dans notre pays, il y a un état de guerre entre une organisation armée communiste révolutionnaire et l'État, et qu'il y a des prisonniers politiques. Cet appel téléphonique, enregistré par la police, qui avait la version originale,
pas une version confuse rapportée par Madame Moreau. Cet appel, la police pouvait le réécouter à l'infini pour entendre clairement ce qui avait été dit, avec quelle intonation. Ils pouvaient l'interpréter de toutes les manières possibles. Cet appel n'a rien donné, parce qu'il ne pouvait rien donner. Fu deciso di portare il cadavere a metà strada tra la sede centrale della DC e quella del Partito Comunista. Quindi era proprio una riconsegna ai due partiti che nulla avevano fatto per tirarlo fuori. Quindi io e Seghetti aprimmo la strada, controllare che non ci fosse polizia ovviamente, e riuscimmo ad arrivare fino in questa via laterale che era vicinissima alla sede del Partito Comunista e più o meno a altrettanta distanza dalla sede della DC. Questa storia è iniziata come un assalto al cielo da parte di questa generazione, una generazione del dopoguerra, la prima generazione dell'abbondanza. La sua parte più coriacea, quella più convinta che si dovesse arrivare a questo nuovo mondo sul sangue. La navicella della rivoluzione naviga su un fiume di sangue. Si è affogata in questo sangue. Valerio Morucci a fait 15 ans de prison. Il écrit des romans, des essais, travaille comme consultant informatique.